Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale en direct du Parc Lavigne pour la fête de la forêt Boucher. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad et je reçois aujourd'hui, à bord du Transistroc, Madame Marianne Strass, directrice générale de la Fondation de la forêt Boucher, Monsieur François Lorenzetti, professeur en dynamique forestière à l'Institut des sciences de la forêt tempérée et finalement, Monsieur Jean-Mathieu Chénier, un grand coureur en sentier de notre région. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Marianne, avant de tomber dans le vif du sujet, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être pas présents avec nous aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait situer, s'il te plaît, la forêt Boucher? Où est-ce que c'est? Bien, la forêt Boucher est une immense forêt urbaine qui se trouve dans le secteur Elmer, à Gatineau, donc dans l'ouest de la ville. Les délimitations de la forêt sont au sud, le boulevard des Allumetières, au nord, le chemin Antoine-Boucher, à l'ouest, on a Wilfrid Lavigne et à l'est, le chemin Vanier. Et donc, aujourd'hui, à la fête de la forêt Boucher, qu'est-ce que les gens ont pu faire? C'était quoi le programme? Bien, tout d'abord, la fête de la forêt Boucher, on en est à la 9e édition cette année. Puis c'est le rendez-vous annuel pour toutes les familles de Gatineau pour découvrir la forêt Boucher. Donc, on offre des activités qui, typiquement, sont très familiales, donc de l'animation, du maquillage, des structures gonflables. Mais on a aussi des randonnées avec nos partenaires, avec les mycologues, avec les ornithologues. On a nos organismes partenaires de la région qui ont des kiosques pour informer sur différentes thématiques environnementales. Puis, donc, à chaque année, on renouvelle la programmation pour faire venir les familles. Puis, ben, cette année, c'est la première fois qu'on a Transistor avec nous. Mais c'est le fun. Tantôt, il y avait une tente et puis les gens sont allés avec un mycologue. Ils ont ramassé des champignons et c'était tout installé sur une table. Donc, les gens pouvaient, après ça, j'imagine, en discuter, apprendre, poser des questions aux experts. Tout à fait. C'est une formidable façon de vivre la forêt Boucher, d'y aller. Puis les champignons aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, d'avoir les mycologues amateurs de l'Outaouais avec nous aujourd'hui, bien, ça permet aux gens non seulement de découvrir la forêt sous l'angle des champignons, mais aussi à ceux qui viennent nous visiter au Parc Jardin Lavigne de voir ce qui se trouve dans la forêt. Mais tu parles de découvrir la forêt, justement, Marianne. Toi, Jean-Mathieu, tu es un grand coureur en sentier. 6 pieds, là, net. Non, mais les gens qui te suivent sur les médias sociaux, on suit tes périples. Avant d'embarquer tout de suite dans ce que tu fais ici à la forêt Boucher, moi, j'ai envie de te demander, je sais que tu as une histoire assez intéressante de comment tu as commencé à courir en forêt. Ah ben, ça a commencé, je vais essayer de faire ça court parce que je suis un joueur de soccer à la base, je cours depuis que je suis tout jeune, je faisais les cross-country au secondaire comme plusieurs sportives. Donc, une sportive? Oui, ça se dit? sportive, oui. Right. J'en suis pas une, mais je pense que c'est le bon mot. Donc, c'est là que ça a commencé. Puis c'est sûr et certain que j'aimais la nature. J'étais un fan de plein air. Donc, entre courir dans la rue et courir en sentier, j'ai toujours eu un petit faible pour les sentiers. Quand je suis revenu là, en 2011, j'ai fait la Appalachian Trail. J'étais allé vivre 6 mois sur ce sentier-là. Donc, j'ai marché 3100 km. Et en revenant à la vie quotidienne, à la ville, ben, je voulais me trouver quelque chose pour compenser de ce manque de nature que j'avais suite à ça. Puis la course en sentier s'est bien prêtée à ça, mais j'en faisais pas tant que ça. Je suis pas la personne la plus disciplinée. Donc, si mes amis m'invitaient à aller prendre une bière ou aller à un souper à un moment donné, ben, la course prenait le bord. Puis c'est ça. Fait que ça a été comme ça pendant quelques années, mais il y a eu effectivement un événement déclencheur. Là, il y a 2 ans de ça, j'ai fait une dépression, un burn-out et parmi les choses qui m'ont aidé à bien gérer tout ça, il y a définitivement l'activité physique et la nature. Donc, la course en sentier a pris une place une place très importante dans ma vie à partir de ce moment-là. Puis c'est là vraiment que ça a quasiment dicté mon quotidien. J'ai relancé une page Facebook que j'avais auparavant pour parler de mon expérience, ma relation avec la course, ou aussi comment je gérais tous ces défis-là en lien avec la santé mentale due à ma dépression, mon TDAH et tout. Donc, la course est définitivement là par plaisir, comme passion, mais comme médication pour ma santé mentale. Ceci dit, je prends aussi des médicaments pour mon TDAH. Je dis pas que la nature et la course viennent remplacer la médication, mais ça vient faire partie d'une solution gagnante, on dirait, en tout cas pour moi. Mais quand même, courir en nature, j'imagine,
ça fait toute la différence aussi. C'est comme doublement plus intéressant pour toi. Effectivement, parce qu'on a les bienfaits de l'activité physique en tant que telle, mais on a aussi les bienfaits de la nature, que ça soit. Puis là, j'ai pas les études sous la main ici dans le Transistrock, là, mais il y a des études qui démontrent que simplement être en contact avec l'odeur qu'on retrouve dans le bois va venir apaiser, va venir aider psychologiquement. Ensuite de ça, juste de regarder des arbres et de la nature vient aider. Le son de la nature vient aider. Puis là, quand on est réellement dans la nature, on a la combinaison de tous ces stimuli-là. Puis effectivement, en plus de l'activité physique, on a tout ça qui vient contribuer à notre bien-être psychologique. Puis c'est quand même bien nice. Mais une des activités proposées aujourd'hui, c'est la bibliothèque vivante. Donc, en gros, l'activité nous permet de consulter sur place un humain comme si on consultait un livre. Et François, aujourd'hui, comme expert, on peut te consulter, toi. Tu es, entre autres, spécialiste des forêts et des insectes. Quelles questions les gens t'ont posées aujourd'hui ou tu penses qu'ils vont te poser? Les gens vont probablement vouloir savoir, j'imagine, je serais prête à mettre un peu d'argent là-dessus, qu'on a eu une chenille qui nous a envahis pendant quelques années, et probablement parce que autour de la forêt ici et un peu partout à Gatineau et dans l'Outaouais, on commence à voir nos frênes partir sous les mandibules de la grille. Et donc, peut-être qu'il y a ça, mais peut-être qu'il y aura des gens aussi qui voudront savoir est-ce que c'est juste mauvais, les insectes dans l'écosystème, ou bien il y a quelque chose de positif à avoir? Bon, il y a plein de questions. J'en ai plein de questions là-dedans. Donc, justement, parlons de cette fameuse chenille. Donc, on a, si j'ai bien compris, une épidémie aux 10 ans de cette chenille-là en particulier. Peut-être m'expliquer un peu qu'est-ce qui est cette chenille-là, mais aussi, c'est quoi les conséquences, en fait? Alors, c'est une espèce indigène. Elle s'appelle la livrée des forêts. Elle fait partie d'un groupe de chenilles qu'on appelle les chenilles à tente, qu'on voit au printemps. On les voit surtout sur des cerisiers en bord de route. Elles font des tentes de soie. C'est la chenille qu'on appelle la livrée d'Amérique. Celle qui est en grand nombre, c'est plutôt sa cousine des forêts, la livrée des forêts, qui s'attaque principalement dans nos régions ici à l'érable, mais à presque toutes les autres essences. Beaucoup de chênes rouges ont été attaqués ici. C'est une espèce qui est indigène, qui a toujours été cyclique depuis qu'on est capable de remonter dans le temps, dans l'historique des défoliations, des épidémies. L'amplitude peut varier d'un cycle à l'autre. Là, on a connu un cycle assez avec une amplitude assez importante. On ne sait pas encore pourquoi. C'est pas toujours facile à étudier parce que c'est toujours a posteriori du cycle qu'on nous demande d'étudier les choses. Mais nous, on dit, non, il faut les étudier avant que ça commence le cycle. Et donc, on est toujours quelques coups sur les chiers en retard. Mais on essaie de changer ça le plus qu'on peut. Puis, on n'a pas le choix, en fait, j'ai pas le choix de poser la question. François, on est en Outaouais. On a été particulièrement touché dans les dernières années par l'épidémie d'agré-Dufresne. Donc, moi, même chez moi, j'ai dû faire abattre deux arbres matures. Pourquoi on a été particulièrement touché ici en Outaouais? Ouais, l'insecte est ici depuis au moins découvert dans la région ici depuis 2008. Donc, ça fait plus de 10 ans déjà. Une fois qu'il est installé, cet insecte-là se développe à une vitesse fulgurante. Les femelles ont des fécondités assez importantes, plus de 200, 300, 400 œufs par femelle. Donc, ça peut aller très, très vite. Et les frênes sont particulièrement sensibles. Ça ne prend pas des milliers d'insectes qui mangent le tissu vivant sous l'écorce pour tuer un frêne, malheureusement. Donc, très peu de résistance. Parce que c'est un insecte qui est exotique et que les espèces de frênes que l'insecte retrouve ici n'ont pas coévolué avec cet insecte-là. Là où on retrouve la grille du frêne dans son lieu d'origine, qui est l'Asie de l'Est et les Corées, les deux Corées, le Japon et puis même la Russie de l'Est, il n'y a pas d'épidémie là-bas. C'est ça. Et ça nous est arrivé par bateau, par les palettes, c'est ça j'ai compris, entre
autres? Alors, ce qu'on sait, c'est que la première détection s'est faite en 2002 à Détroit. Mais quand on remonte quand on retrouve des arbres qui sont morts et qu'on fait une analyse des cernes de croissance, qu'on essaie de déterminer l'année de la mortalité, on constate que l'arrivée de la grille du frêne remonterait peut-être probablement en 1998. Okay. Donc, ça prend un certain temps avant de le constater sa présence, mais une fois qu'il est là, ça part comme un feu. On en aurait trop planté de frênes en Outaouais, dans la ville comme telle, parce que c'est en milieu urbain, sur les terre-pleins, on trouve vraiment souvent des frênes aussi. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle on en a trop planté? Je disais tout à l'heure, justement, avec un autre livre, Vincent Barrette, et puis lui, c'est un spécialiste des forêts, puis on parlait justement de la grille du frêne, mais surtout de la qualité que le frêne a, d'être un peu capable de tolérer toutes sortes de stress, sauf la grille. Hein? Mais à cause de ces qualités-là, il a été très, très prisé pour les forêts urbaines. Puisque, l'environnement urbain, c'est pas l'environnement le plus, disons, le moins hostile. C'est pour la croissance des arbres, il y a les selles de rue, il y a le fait d'avoir accès à l'eau, les racines sont contraintes, etc., etc. Donc, le frêne a été choisi pour ça. Alors là, il y a vraiment quand même une histoire assez intéressante parce que ce qu'on est en train de découvrir, c'est un peu la scène de crime, comment elle s'est développée. Hein? Alors, il faut se retrouver en Asie, à l'endroit où la grille prend son origine et où il y a des frênes de d'autres espèces que les frênes que l'on retrouve en Amérique du Nord. Et ces frênes-là ne sont pas très attaqués. Il n'y a pas d'épidémie. Ce qu'on vient d'apprendre récemment en faisant l'analyse des spécimens d'agriles du frêne que l'on retrouve dans les collections d'insectes officielles en Asie et en Russie de l'Est, c'est qu'ils ont été trouvés sur beaucoup de frênes de Pennsylvanie qui ont été des stocks qui ont été amenés d'Amérique du Nord vers l'Asie pour les forêts urbaines de l'Asie de l'Est. Et donc, on pourrait peut-être... l'histoire est là, en train de se développer sous nos yeux. En ce moment, est-ce que c'est le fait d'amener ces espèces qui sont susceptibles à la grille du frêne qui a fait augmenter en nombre les insectes là-bas et qui a créé de la mortalité d'arbres dont on a dit, on va en faire des palettes. Alors, c'est le crime parfait. Je veux dire, on augmente le nombre d'agriles, on fait des palettes avec la mortalité que l'agrille entraîne, on envoie ces palettes-là à l'expéditeur et le cycle reprend comme ça. D'ailleurs, en 2003-2004, la grille a été repérée à Moscou. Okay. Moscou, on est sur le même continent que l'Asie de l'Est, que la Russie de l'Est. On était à peu près 3-4 000 kilomètres de ce lieu d'origine de la grille du frêne. Pourtant, des milliers d'années, jamais la grille s'est retrouvée par la route à être transportée jusqu'à Moscou. Alors, comment la grille est arrivée à Moscou, vous imaginez? Vraiment, là, je pourrais pas dire, je veux pas dire qu'elle a volé, je sais pas si ça vole, je sais pas. Moscou a commandé des palettes à des pépinières d'Amérique du Nord. Évidemment. Des frênes pour les planter dans ses rues. Mais justement, moi ça me fascine, ça. Puis je me dis, OK, mais Marianne, c'est quoi en ce moment, dans votre forêt urbaine, à la Fondation de la forêt Boucher, c'est quoi les défis là, au niveau environnemental que vous vivez en ce moment? Il y en a beaucoup. Moi, je suis pas une experte comme François, mais en fait, nous, en ce moment, à la Fondation Forêt-Boucher, ce qu'on travaille le plus, c'est, avec la ville de Gatineau, de créer un parc dans la Forêt-Boucher, car un des plus grands dangers pour la forêt en ce moment, c'est les nombreux usages qui ont cours et qui ne sont pas encadrés. Donc, on a beaucoup de diversité dans la forêt bouchée, que ce soit au niveau des écosystèmes, on a des milieux humides, on a des espèces en voie de disparition. Puis, les usages dans la forêt bouchée ne sont pas encadrés, ce qui veut dire que les gens y vont, ils font un peu tout ce qu'ils veulent. Donc, on a beaucoup de sentiers qui ont été ouverts au fil des années parce que les gens voulaient profiter de la forêt bouchée, mais ça fait en sorte que ça endommage les milieux naturels. Puis,
justement, en ce moment, donc la forêt bouchée, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est seulement qu'en 2021 que ce sera un parc protégé. Mais vous travaillez en collaboration avec la ville parce qu'en ce moment, la forêt bouchée, ben, c'est comme un terrain vacant, dans le fond. C'est ça que j'ai compris? Oui, exactement. Il n'y a pas de statut officiel de parc dans la forêt bouchée. C'est comme un terrain vacant. Donc, en théorie, la réglementation interdirait que quiconque y soit. Okay. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui profitent de la forêt bouchée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, avec la ville de Gatineau, justement, structurer ces usages puis faire en sorte qu'ils soient moins dommageables pour les milieux naturels. Mais justement, dans les usages souhaités à la forêt bouchée, Jean-Mathieu, toi, tu organises donc un club de course. Dans la vie, tu organises des clubs de course. Comment ça fonctionne exactement? Puis un peu, c'est quoi que tu leur apprends là, à ta gang? Bon, ben, pour ce qui concerne la forêt bouchée, là, c'est pas un groupe, c'est des ateliers d'initiation à la course en sentier. Et pour ça, la forêt s'y prête très bien. C'est pas un territoire où il y a des grosses montées, des grosses descentes, c'est plutôt plat. Donc, il y a moins de risques de blessures, tout ça. Et donc, les personnes peuvent s'initier à ce sport-là, courir tranquillement, apprendre à comment bien mettre ses pieds dans un sentier qui est peut-être un peu plus accidenté qu'une route en asphalte, mais qui demeure très accessible. Fait que c'est vraiment pour les initiés. La plupart des personnes qui participent à ces ateliers-là ont déjà couru sur la route puis veulent savoir, OK, c'est quoi qu'il faut que je change dans ma manière de courir pour être bien dans un sentier. Puis ça, je peux faire une liste de 25 choses qui peuvent changer, mais le cerveau est mal fait pour ça. Là. Il va retenir 2-3 trucs. Fait qu'on essaie d'y aller très simple. Et c'est souvent, ça se résume à raccourcir sa foulée, donc faire des plus petits pas, baisser son centre de gravité en pliant les genoux, et peut-être utiliser un peu plus ses bras pour maintenir son équilibre. Tout ça dans le but d'être plus prêt à réagir si on court sur une roche qui roule, sur une racine qui nous fait faire un faux pas. Vu qu'on fait des plus petits pas, qu'on est plus près du sol, les réflexes sont plus là pour nous empêcher de tomber. Donc, on va mieux courir, moins tomber, moins se blesser, puis sûrement triper pas mal plus en courant sur les sentiers de la forêt bouchée. Et il y a vraiment plein de types de sentiers, là, même s'il n'y a pas beaucoup de sentiers présentement, mais il y en a une bonne petite diversité, en tout cas assez pour initier les gens à la course. Il y a des sentiers beaucoup plus larges, qui sont faciles d'accès, qui sont des anciens chemins. Oui, d'un agriculteur. Exact. Mais il y a aussi là, des petits sentiers qu'on appelle là, dans le milieu de la course des single track. Donc, des sentiers à usage unique. Non, ça marche pas, mais en tout cas, fait qu'ils sont minces, tu peux juste y aller une personne à la fois. Ça, c'est plus dans le coin de l'Érablière, proche du chemin Vanier. Okay. Et ça, moi, c'est ma partie. Là. Je veux pas avoir de coup de cœur, je veux pas faire de favoritisme par rapport à certaines parties de la forêt, mais c'est vraiment ma partie préférée. Tu te sens vraiment dans le bois, puis c'est difficile à croire que le boulevard Vanier est comme à 50 mètres de toi. Tu es entouré d'arbres, c'est des sentiers fermés. Il n'y a pas de sentier comme qui t'isole dans la nature comme ça. Il n'y en a quasiment pas même dans le parc de la Gatineau. Donc, c'est une richesse, je pense, que la forêt a. Puis qu'à travers différents ateliers puis différentes initiations à différentes activités, on essaye d'amener le plus de monde à les découvrir, là, définitivement. Bien, parce qu'elle est particulière, donc, la forêt bouchée. Donc, peut-être, Marianne, me dire un peu, tu sais, de ton point de vue, puis après ça, on ira peut-être du point de vue scientifique, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la forêt bouchée, comparée à, effectivement, nous, en Outaouais, on est chanceux, on a le parc de la Gatineau, là. Mais, tu sais, j'ai envie que tu me vantes ta forêt, Marianne. Bien, certainement, je suis bonne pour ça. La forêt bouchée, sa plus grande qualité, je dirais, c'est sa superficie qui est très grande pour un milieu urbain. Donc, la forêt bouchée, c'est le dernier grand espace vert non protégé à Gatineau. C'est, à l'ère de l'étalement urbain, c'est rare de trouver des milieux naturels de cette ampleur dans une ville. Donc, c'est une des principales raisons pour lesquelles il y a des citoyens qui ont décidé de commencer à se battre dans les années 90 et même avant pour protéger la
forêt bouchée, c'est parce que justement, à Aylmer particulièrement, on voit nos espaces verts disparaître à une vitesse fulgurante au détriment pour le développement immobilier. Donc la forêt bouchée, c'est comme un peu le village gaulois des milieux naturels d'Aylmer. Il y a eu des citoyens qui ont décidé de se battre pour elle. Puis encore aujourd'hui, on a 300 hectares qui ne sont pas développés. Ils appartiennent pas tous à la ville de Gatineau. Malheureusement, il y a un peu plus de la moitié qui est à la ville. Le reste appartient au gouvernement du Québec un tout petit peu, mais aussi en grande partie à un promoteur privé. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'elle est non protégée. Elle est encore en danger. Je veux dire, tant qu'elle appartiendra pas à la ville ou à une entité publique ou à un organisme de conservation, il y a toujours des risques qu'elle soit développée un jour. Mais vu qu'on est là-dedans, j'ai envie que tu me parles de la précieuse collaboration en fait que vous avez aussi avec la ville de Gatineau, ou bien en tout cas de la nécessité d'avoir un appui fort de leur côté. Bien, tout à fait, parce que les terrains appartiennent à la ville de Gatineau, donc on ne peut pas travailler sans eux. Puis nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux, qu'on leur dit il faut faire quelque chose. Il y a des sentiers qui se développent, il y a des usages des 4 roues dans la forêt bouchée, il y a des feux, il y a plein de choses qui se passent. Il faut intervenir sur le territoire. Puis il faut donner accès aussi aux Gatinois de façon encadrée pour qu'ils puissent pratiquer plein d'activités, mais en sécurité, parce qu'en ce moment, c'est pas nécessairement sécuritaire. Et donc, à force d'en parler, de mettre de la pression, bien, on est arrivé avec une solution, puis on leur a dit, si vous nous déléguez la gestion du territoire, bien, on va le faire, nous. On est mobilisés, on a l'expertise, puis on serait très heureux de travailler avec vous pour créer un parc dans la forêt bouchée pour que ce projet dont on parle depuis plus de 10 ans, voit enfin le jour. Donc, on salue vraiment la décision des élus, puis le travail des fonctionnaires qui ont fait en sorte qu'en mai 2019, on a obtenu la gestion du territoire, puis on va travailler avec la ville, mais avec tous nos partenaires dans la communauté, avec les citoyens, pour créer un parc qui soit une fierté pour les gens du secteur. Parce que vous avez l'aide des citoyens, mais entre autres des scouts aussi pour vous aider à garder votre forêt propre. On adore les scouts. Oui, ça fait plusieurs années qu'ils vont... Eux, ils utilisent la forêt, évidemment, pour leurs activités. Mais à chaque année, ils viennent aussi faire une corvée de nettoyage. C'est formidable de les voir. L'année passée, on avait les scouts, on avait les cadets. Ils étaient 80 dans la forêt. C'était émouvant de voir que les gens sont là pour la forêt bouchée, qui sont présents, qui veulent nous aider à la protéger. Puis je pense que c'est une belle valeur ajoutée pour ce parc, c'est que oui, ça va être un terrain municipal, mais géré, aimé et protégé par les citoyens qui l'aiment, puis qui vont tout faire pour en faire un parc qui soit aimé de tous. Ah. Mais on parlera après de ce que les gens peuvent faire pour la suite des choses, pour vous aider, mais... Tu sais, tantôt, on parle évidemment d'environnement puis de protéger cette forêt-là. Une forêt urbaine ou en général, ou peut-être la forêt bouchée, c'est quoi la particularité, François, au niveau de la faune puis de la flore? Les choses à laquelle il faut faire peut-être attention, ou en tout cas, qu'est-ce qui les caractérise aussi, ces milieux-là urbains? Bien, ce sont des reliques de ce qui existait avant l'étalement urbain. Donc, c'est le passé qui est là, juste devant nos yeux. Hein. Je veux dire, les arbres qui sont ici, les plus vieux, ils ont peut-être au-dessus de 100, 150 ans. Je n'ai pas tout vu dans la forêt, mais on me dit qu'il y a des très, très vieux arbres. Donc, ce sont des témoins de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avant. Donc ça, je veux dire, juste du point de vue éducatif, c'est important. Comme Jean-Mathieu le disait aussi, je veux dire, juste le fait d'être dans la nature, dans une nature qui est à proximité, c'est important. Alors, chaque arbre de rue compte. Mais des superficies, on est je pourrais le dire en acres, c'est à peu près 700 acres, mais ramenons ça en kilomètres carrés, ça va peut-être plus frapper l'imagination, c'est 3 kilomètres carrés. Donc, c'est quand même pas rien comme superficie. Et des superficies comme ça, il me semble que c'est important pour une densité de population comme on retrouve dans des milieux urbains comme Gatineau, de les avoir à quelques minutes de marche, de vélo ou bien même de voiture pour s'isoler un peu. Toutes les grandes villes du monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, créent des espaces verts pour leur population parce qu'ils savent qu'il y a une modification dans les problématiques de santé publique, etc. Donc, oui, Marianne?
Moi, je vais juste ajouter une anecdote. On parle souvent de services écologiques que rendent les forêts urbaines, donc la purification de l'air, rafraîchir le climat en été ou encore retenir l'eau, ce qui est très important dans les sols pendant les périodes de pluie ou d'inondation, comme on a souvent vu en Outaouais. Mais cet été, on a voulu faire le test avec mon collègue, puis on a pris la température au bureau, donc près du centre-ville d'Elmer, en pleine canicule. On avait 38 au thermomètre. On est allé dans la forêt bouchée avec le même thermomètre. On a eu une valeur de 28 degrés. Hey. Donc, c'est assez frappant de voir que les quartiers, là, ici, on est dans le quartier Jardin-Lavigne, qui habite en périphérie de la forêt. C'est très concret, les bénéfices qu'ils ressentent, surtout avec ces étés qui sont de plus en plus chauds. Donc, ça rend des services écologiques qui sont très importants pour les populations urbaines. Dans l'écosystème de la forêt bouchée et de nos forêts en général en Outaouais, est-ce qu'on a des particularités dans la faune et la flore, des insectes, des animaux, des plantes qu'il n'y a pas peut-être ailleurs ou qui caractérisent nos forêts ici? Bien, on est à la limite de la distribution nordique de certaines espèces. Okay. Et puis, on a quand même les espèces qui poussent très au nord, à 1 millier de kilomètres de nous, en Abitibi, au-delà du 49e de latitude. Donc, on a une richesse spécifique qui est incroyable. Au Québec, on a en l'entour de entre 60 et 70 espèces indigènes d'arbres. Ici, on doit en retrouver entre la forêt bouchée et la rivière, on doit retrouver les 2 tiers. Oh. Donc, il y a ce qu'on appelle un hotspot de la biodiversité ici, parce que chacune des espèces d'arbres, il faut y penser, il y a des insectes qui sont spécialisés, il y a des animaux qui sont spécialisés là-dessus ou qui dépendent fortement des ressources qu'offrent ces arbres-là. Donc, quand on parle de biodiversité, il faut surtout comprendre que la biodiversité soutient elle-même la biodiversité. Donc, à chaque fois, c'est une spirale ascendante. À chaque fois qu'on commence à en tirer un petit morceau, c'est comme Kerplunk, l'édifice peut s'effondrer à un moment donné, alors qu'il reste des pièces debout. Hein? C'est qu'à un moment donné, je n'ai plus les ressources dont j'ai besoin, moi, en tant qu'espèce, parce que l'autre espèce a disparu. C'est pas parce qu'il fait trop chaud, c'est pas parce qu'il fait trop froid, qu'il n'y a pas assez d'eau, c'est parce que l'autre espèce dont je dépends n'est pas là. Alors ça, il faut le considérer de ce point de vue-là. Et puis, je pourrais peut-être ajouter que le réseau hydrique qu'on a ici, avec la rivière des Outaouais en plus, crée un système, des écosystèmes où on a une richesse en amphibiens et en reptiles qui est unique au Québec. Okay. Donc, elle est très grande. Puis, on vient avec Marianne de parler à quel point il peut faire chaud en Outaouais. Probablement, j'imagine, dans les régions où c'est les plus chaudes là, au Québec. Clairement, il fait plus chaud ici qu'à Rimouski l'été. Est-ce que notre climat affecte beaucoup aussi notre écosystème en forêt, ou plus ou moins? Oui, c'est sûr qu'on est dans dans le contexte des changements climatiques, on est dans une situation où on va subir des sécheresses peut-être plus fortement qu'ailleurs. Ouais. Parce qu'on est déjà rendu à des températures parmi les plus chaudes au Québec. Surtout sur cette mince frange là, qui est peut-être, je dirais, entre 500 mètres et 1 kilomètre de la rivière des Outaouais. Et avec tout réchauffement supplémentaire et tout déficit hydrique, on est à la marge, finalement, du déficit hydrique comme on a pu connaître en 2012, par exemple, ou même cet été un petit peu quand même. Mais en Outaouais, on vit des extrêmes. Là. On a des tornades, des inondations. Maintenant, ça fait comme un peu partie de nos étés aussi, nos printemps. Oui, alors, donc, on peut se demander pourquoi l'Outaouais est choisi parmi toutes les autres régions pour être l'élu de tous ces événements-là. Bon, il y a une question de topographie. On change de l'Est ontarien à quelque chose de très plat, peu de forêt à cet endroit-là, à quelque chose qui est très couvert et avec une soudaine élévation de la topographie. Donc ça, c'est comme un aimant à tempête. Okay. Si on veut. Alors, déjà, de ce point de vue-là, sans changement climatique, on est un petit peu sur la trajectoire de tout ce qui s'en vient des Grands Lacs. Mais ça prouve que, dans le fond, des écosystèmes comme la forêt, nos forêts en général, nos parcs, c'est important, en fait, plus que jamais pour nous de les conserver. On a parlé de proximité tantôt, que c'est vraiment particulier. L'Outaouais, c'est très grand, mais pour un utilisateur comme toi, Jean-Mathieu, j'imagine que la proximité, ça fait toute la différence lorsque tu as besoin de te retrouver en forêt pour courir. Ah, définitivement, parce qu'il y a quand même...
on sent, il y a un sentiment un peu absurde qui nous habite quand on est obligé de se taper 30-45 minutes de voiture pour aller courir dans le bois, là. Donc, c'est vraiment le fun de juste pouvoir soit pogner l'autobus ou se rendre à pied à une forêt. Et aussi, là, veux pas, là, en toute honnêteté, ça nous empêche aussi d'utiliser cette distance-là et ce temps-là comme excuse pour pas sortir courir. Ouais. Quand c'est juste à côté de chez soi, ben là, vraiment, là, t'as pas d'excuse, puis ça se passe entre toi et toi, là, cette motivation-là. Mais c'est peut-être plus facile aussi de pas te choquer en bon français et de sortir courir tout en ayant plus de plaisir à le faire parce que t'as pas le stress, on va dire, de la conduite automobile ou du trafic. Moi, je me rappelle quand j'habitais dans le Vieux-Hall, puis tu te dis, all right, j'ai une journée de congé en plein après-midi, je vais sortir, je vais aller dans le parc de Gatineau courir. Ben, tu sors de chez vous à 2h30, mais sur Maisonneuve puis sur l'autoroute, il y a déjà le trafic. Donc, c'est bien le fun d'aller faire du bien à ta tête et à ton corps dans le bois, mais tu as tout le stress du trafic qui vient de se rajouter à ça, puis vient annuler un peu les effets bénéfiques. Donc, l'avoir là, vraiment à proximité, c'est l'idéal. Là. C'est vraiment, vraiment très agréable. Mais effectivement, puis bon, ben, c'est clairement un milieu qu'on veut protéger. Marianne, qu'est-ce que les gens de l'Outaouais peuvent faire? Donc, pour s'engager avec vous à la Fondation, ils peuvent être membres. J'ai entendu dire que le membership a triplé dernièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on veut conserver notre forêt bouchée? Bien, je te dirais que oui, le membership à la Fondation Forêt-Bouchée, ça aide beaucoup parce que plus on a de membres, plus notre voix auprès des élus est forte. On a toujours besoin de bénévoles pour des journées comme aujourd'hui, pour des projets. On a besoin de toutes sortes d'expertises aussi. Je dois dire, j'ai un formidable conseil d'administration avec des bénévoles passionnés qui mettent un nombre d'heures incalculable. Donc ça, c'est très précieux parce qu'on est une toute petite équipe à la Fondation. Puis quoi faire d'autre? Bien, peut-être parler à vos élus, à vos conseillers municipaux, aux députés pour leur dire que la forêt bouchée, c'est important pour vous, qu'il faut continuer parce que les efforts de protection ne sont pas terminés avec l'intention de créer un parc. Je vous rappelle qu'il nous reste presque plus du tiers là, du territoire qui n'appartient pas à la ville de Gatineau ni au gouvernement du Québec. Donc, il y a des efforts d'acquisition à faire. C'est des écosystèmes très importants qui sont encore en terrain privé. Donc, il faut convaincre les élus d'investir dans ce projet-là. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine parce que, justement, c'est des retombées très concrètes pour les gens de Gatineau et de la région. Donc, à ce niveau-là, les citoyens, il faut en parler tout le temps. Il ne faut pas arrêter de parler de la forêt bouchée jusqu'à ce qu'elle devienne protégée, peut-être même dans sa totalité, on l'espère. Bien, on l'espère tout à fait. Et donc, prochainement, quelles sont les activités ou en tout cas, quelles sont carrément vos activités là, avec la forêt bouchée là, auxquelles on va pouvoir participer? Bien là, en ce moment, on est en septembre, on est en plein dans le mois de la forêt bouchée. C'est la 3e édition. Le mois de la forêt bouchée, c'est une espèce de porte ouverte de la forêt. Donc, on invite les citoyens à découvrir la forêt en pratiquant plein d'activités différentes. On a la course avec Jean-Mathieu, mais on fait aussi du yoga en forêt. On va avoir... on a fait du camping pour la première fois cette année. On a fait des nuitées d'initiation au camping pour les familles qui n'en avaient jamais fait. Ça a été formidable. Malheureusement, on a eu beaucoup de pluie, mais pour les soirées où ça s'est passé, c'était magique, je dois dire. Mais est-ce qu'il y a cette volonté-là aussi, parce qu'on le sait, là, on ne peut pas faire du camping où on veut, sur les terrains de la CCN ou en général dans les forêts. Donc, est-ce qu'il y a cette volonté-là, éventuellement, d'avoir une certaine portion où on va pouvoir dormir? Je te dirais qu'à l'heure actuelle, c'est encore du rêve. On ne sait pas si ça va pouvoir se faire. C'est sûr que toute la question de proximité aussi, la forêt bouchée, est-ce qu'on va faire du camping? Je ne le sais pas, mais c'est à côté. Si les familles veulent aller, on n'a pas besoin d'aller très loin. Là, c'est un projet pilote. Il y a zéro infrastructure dans la forêt. Okay. Là, je vous dis, il faut traîner des toilettes aller-retour à toutes les semaines. C'est vraiment très folklorique comme camping. Mais oui, on veut avoir une programmation qui permette aux familles de venir profiter puis de faire plein de sortes d'activités, éventuellement, surtout quand il y aura un parc qui sera prêt à les accueillir. Il y aura tu veux dire que lorsque, en 2021, le parc sera considéré comme un parc? Exactement. Okay. Parce que ça, c'est l'autre gros
projet de la Fondation en ce moment. Donc, d'ici 2021, on est en train de faire le parc de la Forêt-Boucher. Donc là, on est dans l'étape de la planification. Éventuellement, il y aura tous les travaux sur le terrain, donc d'aménagement des sentiers, plutôt de réaménagement des sentiers pour les rendre sécuritaires, pour protéger les milieux naturels, mettre de la signalisation. Je pense que la question que j'entends le plus, c'est est-ce qu'on peut voir une carte de la Forêt-Boucher? Ils sont où les sentiers? Elle est où l'entrée? Mais en ce moment, c'est pas des entrées officielles, c'est pas des sentiers officiels, donc c'est pas quelque chose qu'on peut diffuser. Mais éventuellement, que ce soit de l'information connue et utilisée par tous les gens de l'ouest de la ville, de Gatineau et de l'Outaouais, pourquoi pas? Bien, évidemment, on se souhaite. Jean-Mathieu, mettons, là, moi, j'aime bien marcher en forêt, mais disons là, que je veux faire partie de ton club pour peut-être commencer à accélérer le pas puis finir par courir en forêt. Qu'est-ce que tu ferais pour me convaincre ou bien, en tout cas, m'aider à emboîter le pas, c'est le cas de le dire? OK. Bien, premièrement, tu pourrais t'inscrire à l'un des ateliers qui est donné là, lors des 3 prochains dimanches qui s'en viennent. Comment je fais pour m'inscrire, Jean-Mathieu? L'information est sur Facebook, sûrement sur le site de la Forêt-Boucher aussi. Excellent. Et je pense que c'est à coût de 5 $, mais tu peux aussi devenir membre avant. Comme ça, je pense que l'inscription est gratuite pour les membres. Toutes les activités des mois de la Forêt-Boucher sont gratuites pour les membres. Puis aussi, l'autre chose que je dirais pour te convaincre, c'est, ces ateliers-là sont faits pour que chaque personne puisse courir à son rythme. Okay. Donc, t'es pas là en train de ralentir le reste du groupe si tu cours moins rapidement, t'as pas à se sentir mal. Si tu veux vraiment courir vite, tu peux aussi. Tu vas pas être obligé tout le temps d'être en train d'attendre le reste du groupe. Fait que chacun va y aller à son rythme. Puis en plus de ça, quand tu cours en ville, tu te sens peut-être mal de marcher de temps en temps parce qu'il y a d'autres personnes qui te voient. Mais quand tu cours en forêt, il y a plein d'excuses que tu peux avoir pour prendre le temps de marcher si tu commences à être un peu essoufflé. Tu peux prendre le temps de marcher pour apprécier le paysage, pour regarder les arbres autour. Quand que ça monte un peu puis il y a un peu plus de dénivelé, ben là, pour monter la côte, tu marches. Donc, moi, je te convaincrai en disant, tu peux aller à ta vitesse, puis en plus de ça, on va te fournir plein d'excuses quand tu vas être écœuré de courir pour pouvoir marcher quand même, puis apprécier tout autant là, la Forêt-Boucher, là, même si c'est à vitesse réduite. J'adore ça, Mathieu, je suis convaincu. Presque en terminant, François, écoute, j'ai envie que tu me parles, nous, en faisant la recherche, lorsqu'on parlait là, des insectes en Outaouais, ben, j'ai entendu parler que tu avais une savoureuse anecdote parce qu'on est pas loin du gouvernement et paraît-il qu'il y avait une célèbre histoire de la mouche du gouvernement. Oui. Raconte-moi. Donc, après la livrée des forêts, il arrive une suite à l'hièvre. Comme c'est un cycle naturel, c'est un peu comme les lièvres et les lynx. Tout le monde en a peut-être un petit peu entendu parler. Les lièvres augmentent en nombre, les lynx bouffent de plus en plus de lièvres, il y a de plus en plus de lynx. Et ils finissent par faire chuter les populations de lièvres et les populations de lynx tombent aussi. Voilà. Donc, on a un cycle comme ça qui se déroule pendant des siècles et des siècles comme ça, tant que les conditions environnementales demeurent. Bien, on a la même chose avec la livrée des forêts et cette mouche-là, qu'on appelle une mouche sarcophage dans le langage scientifique et qui a, disons, un peu nuit aux activités estivales cette année. Moi, j'ai eu beaucoup de téléphones de gens qui disaient « Mais c'est quoi cette mouche-là? D'où ça vient? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça transporte des maladies et tout ça, parce que les gens devaient se réfugier à certains endroits, ils ne pouvaient plus manger dehors. C'est pas une mouche qui, en fait, transporte des maladies, c'est pas une mouche qui pique, mais elle a besoin d'un petit peu de sel que vous avez dans sur la surface de votre peau et elles vont pas se gêner pour se poser par dizaines et dizaines, ce qui peut être un peu achalant, effectivement. Donc, les gens se demandaient, c'était quoi cette nouvelle affaire-là? Alors, moi, j'ai appris que les gens l'appelaient la mouche du gouvernement quand il y a eu une vaste épidémie sur plus d'1 million d'hectares en Abitibi à la fin des années 90 et 2000. Les gens me disaient, la mouche que tu vois là plein sur toi, là, ça vient de l'Ontario. C'est la mouche du gouvernement de l'Ontario. Je dis, comment ça, la mouche du gouvernement de l'Ontario? C'est une mouche indigène, là. C'est ça. Elle a des gros yeux rouges, puis c'est tout, tu sais. Mais elle n'a pas été inventée dans un laboratoire. Alors, moi, j'étais curieux de ça, et puis j'ai fouillé pour savoir quelle était l'origine. D'ailleurs, si vous tapez Government Fly sur Google, vous allez tomber sur un Wikipédia où il y a l'information là-dessus qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui dit, partout aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a une situation d'épidémie de livrée des forêts, on voit cette mouche-là, et les gens pensent que c'est la mouche du gouvernement.
Moi, j'ai trouvé un document qui disait qu'en réalité, la première fois où ça a été appelé la mouche du gouvernement, c'est lors d'une épidémie vers les années 1930 en Ontario. Et les gens étaient un peu exaspérés par les défoliations puis la présence d'une grande quantité de chenilles. Il faut comprendre que quand il y en a des quantités énormes, ça se promène sur les routes, puis ça crée des problèmes de... Carrément! Oui, on glisse. En fait, à l'époque, le gros problème, c'est que elles s'installaient pour faire des bains de soleil, ces chenilles-là, sur les voies de chemin de fer, et les trains ne pouvaient plus rouler. Parce qu'il y avait trop de chenilles. On roulait sur on spinait sur du jus de chenilles. Alors, il fallait mettre du sable sur des kilomètres et des kilomètres pour lancer la machine. OK? Donc, il fallait que le gouvernement fasse quelque chose. Et comme le gouvernement, il s'est aperçu qu'il y avait cet allié naturel-là, il dit, écoutez, on a cette mouche-là qui est pour nous. Là. C'est une mouche qui travaille pour le gouvernement. Ah. Et puis, donc, à partir de là, les gens ont commencé à dire, c'est la mouche du gouvernement. Je vois. Alors, pour finir l'histoire, pour la donner aux couleurs de l'Outaouais, c'est que l'année dernière, j'ai lancé un petit sondage Survey Monkeys à travers Facebook pour savoir qui avait vu la mouche, dans quelle région, et s'ils avaient vu la livrée d'Amérique, puis la livrée des forêts ou pas. Et quelques semaines plus tard, j'ai entendu dire que la rumeur était partie, que c'était l'ISFAR, l'Institut des sciences de la forêt feuillue, qui avait développé cette mouche-là. Donc, c'est plus la mouche du gouvernement, c'est la mouche de l'ISFAR. Et le gouvernement nous espionne pas avec sa mouche, là. Qui sait? Oui, c'est ça. Marianne, en terminant, je te donne le mot de la fin. Comment les gens peuvent devenir membres et en fait aussi peut-être aussi profiter de la forêt bouchée pendant le mois de la forêt, entre autres? Ben ma foi, c'est fort peu compliqué. De notre époque, il existe une chose qui est l'Internet. Ouais. Donc, il suffit de se rendre sur le site web de la Fondation Forêt Bouchée. C'est pas compliqué, www.fondationforêtbouchée.ca. Et là, vous pouvez, vous trouverez le formulaire d'inscription à titre de membre. Et la plus belle chose dans tout ça, c'est qu'on vous enverra un reçu d'impôt. Ah! Oui! Donc, c'est une dépense qui en vaut la peine. Et en plus, ça nous permet de poursuivre notre mission de protection et de conservation de la forêt bouchée. Donc, ce sont des sous qui seront utilisés à bon escient. Bien, Marianne Strauss, Jean-Mathieu Chénier, François Lorenzetti, merci beaucoup. Merci Marie-Hélène.